Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave. Toujours là. En la présence de l'ineffable DAF qui aujourd'hui nous régale de son sommeil et ses petits bruits. Peut-être que vous aurez la chance de le voir un petit peu plus tard. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire une émission un petit peu en deux temps, en reprenant les articles commis par Charles sur le site de l'Institut des Libertés, que vous êtes nombreux encore à nous demander. C'est-à-dire que j'ai des commentaires qui me disent « Où peut-on trouver, par exemple, le portefeuille de l'IDL ?» Comme si vous ne saviez pas déjà tous qu'il y a un site depuis 10 ans avec les bons conseils de Papy Charles dessus. Et non, j'ai encore des gens qui semblent le découvrir au long du parcours. Donc, et l'avantage du site, c'est que tout ce qu'on a écrit depuis 10 ans est dessus. Donc vous pouvez revenir en arrière et trouver des pépites extraordinaires qu'on a pu écrire il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Voilà. Donc, tout vieillit bien. Tout vieillit bien. C'est comme le bon vin, vous savez. Voilà, c'est un beau manteau noir. C'est une collection intemporelle qui vous fait toutes les saisons. Alors donc, cette semaine, on va revenir sur 2 articles commis par Charles. Le premier s'appelait « Comment la surabondance de crétins à Bruxelles nous a tués ». A tué l'euro. Bruxelles, Berlin et Paris, parce que il fallait des complices. Alors, ça va être un article avec... ça va être une explication avec pas mal de graphiques que vous allez voir. On en fait quelques-uns. Et ensuite, dans un deuxième temps, comme tout ça aura été très noir, vous l'aurez compris, on va vous donner des pistes, Charles va vous donner des pistes sur le portefeuille d'actions dans lesquelles investir pour essayer de sauver le petit votre épargne que vous auriez pu mettre de côté si toutefois. Voilà. Sachant que dans les temps qui vont être les nôtres, avec l'inflation galopante et la dépréciation de la monnaie inhérente au système tel qu'ils l'ont créé, garder des actifs monétaires est vraiment de la folie furieuse. Donc si vous avez vraiment un sou à gauche, placez-le dans quelque chose d'un peu plus intelligent. Mais on va y revenir. Oui, ce que dit Emmanuel qui est très important, c'est que si vous avez une épargne qui est dans une banque en cash, c'est une décision. C'est-à-dire que vous avez pris la décision de ne pas l'investir. Et donc, par exemple, vous l'avez gardé en euros. Et l'euro, comme vous le savez, c'est bien pété la gueule depuis 6 mois. Donc, plus l'inflation qui va arriver à 2 chiffres. Qui vous bouffe. Donc, quelque part, rester en cash n'est pas une position défensive, c'est une position offensive. Voilà. Donc, on va revenir à 2012 et le début de la grande crise de l'euro, pendant laquelle, toi, tu avais, de toute façon, depuis le début, dit « cet euro doit disparaître ». Alors, à ce moment-là, arrive Monsieur Draghi, qui s'est tout à coup dit « on va changer les règles du jeu ». Et on va acheter les obligations d'État. Oui, parce qu'il faut bien voir qu'à cette époque-là, la crise de l'euro, comme elle ne pouvait pas venir par le change, puisque l'échange était bloqué. Structurellement, c'est le Structurellement, on n'avait plus le droit de bouger. Donc, elle est venue par les taux d'intérêt, c'est-à-dire les obligations d'État. C'est-à-dire, vous vous dites, l'Italie est en train de faire faillite, donc acheter des obligations italiennes, c'est idiot. Donc, je vends toutes mes obligations italiennes et j'achète mes obligations en Allemagne. Et donc, l'écart des taux entre l'Allemagne et l'Italie est monté comme une fusée. Et ça voulait dire que le marché n'acceptait pas donc les prix des taux qui étaient là, il ne voulait pas acheter d'obligations italiennes. Et donc, ça fait Draghi, c'est qu'il s'est retourné, il a dit, si vous ne voulez pas les acheter, moi, je vais les acheter, moi, Banque Centrale. C'est-à-dire que je vais créer de l'argent qui n'existe pas pour acheter toutes ces obligations, ce qui était formellement interdit par les traités. Par tous les traités. Formellement. Alors, ils ont fait une grosse astuce, ils ont dit, on ne les achète pas au gouvernement, on les achète à la BNP et qui, la seconde d'après, nous les revend. Voilà. Donc en fait, ils ont fait un coup en 2 temps. Ils ont demandé à toutes les grandes banques du secteur bancaire d'acheter les obligations d'État. Et de les revendre immédiatement. C'est-à-dire, ils émettaient... L'État émettait des obligations qui étaient achetées par les banques. Qui étaient pré-réservées, en fait. Oui, qui étaient achetées par les banques. Mais les banques ne les gardaient pas parce qu'elles n'en voulaient pas. Elles les refilaient à la Banque Centrale tout de suite. Et donc, comme ça, ce n'était pas la Banque Centrale qui achetait dans ce qu'on appelle le marché primaire. Elle achetait dans le marché secondaire. Voilà. Donc très joli tour de passe-passe. Et combien ils ont émis comme ça, alors ? Eh bien, c'est pas difficile. Le premier graphique qu'on va montrer... Voilà, on va vous le montrer maintenant. C'est la comparaison entre la croissance du PIB nominal en Europe, c'est-à-dire la création de richesse, c'est la ligne noire, et puis la masse monétaire qui a été imprimée. Alors la ligne noire, on voit qu'elle est relativement continue sur le graphique de 2015 à 2022. On est monté dans le PIB de la zone euro de 2015
À 2022, c'est-à-dire en 7 ans, on est monté de 29%. C'est-à-dire, c'est pas terrible, ça doit faire du 2% par an, ou j'en sais rien, 1,5%, mais c'est du PIB nominal. Hein. Et puis, la masse monétaire, c'est-à-dire l'argent qui tourne dans le PIB, est montée de, attendez, je regarde, de 461%. C'est-à-dire qu'elle a été multipliée par près de 5. Donc, alors que le PIB est monté de 0,3, la masse monétaire est montée de 500. C'est une histoire de fou, c'est-à-dire qu'ils ont imprimé de l'argent comme des malades. Et après ça, deuxième graphique, ce qui s'est passé, c'est tu vois direct le dernier. Voilà. Celui-là, tu vas Celui-là. Donc ça, c'est l'Allemagne et l'indice des prix sur 12 mois. Il y a deux sortes de prix. Les prix de détail qui sont montés de 7,9 et les prix industriels à cause de la hausse des prix du gaz et du pétrole qui sont montés de près de 33. Donc, alors, ce qui est très curieux, c'est qu'ils ont commencé à imprimer comme des malpropres vers 2015-2016. Et que jusqu'à 2021-22, il n'y a pas eu grand-chose. Pourquoi il n'y a pas eu grand-chose? C'est d'abord le prix du pétrole entre les deux s'est pété la gueule. À un moment, il a même été négatif, pour ceux que ça amuse. C'était pas possible, enfin ça s'est produit. Donc les prix du pétrole ont masqué l'inflation. Et puis ce qui a masqué l'inflation aussi, c'était d'abord la grande crise de 2008-2009 qui avait créé des tas d'une récession épouvantable, donc il y avait des capacités partout, donc au début ça n'a pas gêné. Et puis la deuxième chose qui s'est passée, c'est la crise du Covid, où d'un seul coup toute l'économie s'est arrêtée, et puis il y avait plus de vrai prix. Et puis on le voit en 2020, ça commence en 2020, et donc là, toi, le début de la hausse de ces prix industriels, et vous le voyez très bien sur le graphique, qui monte à 32,9, on est sur 2021. En 2021, ça commence à peu près en 2021, c'est là où... Et alors ça s'accélère bien sûr avec la crise ukrainienne, parce que on a pris la décision que les Russes étant très méchants, on n'allait plus leur acheter d'énergie. Bon, mais nous, comme on n'en a pas, on est obligé de l'acheter ailleurs, et comme on l'achète... Nous, on achetait notre énergie aux Russes, comme je l'ai souvent expliqué ici, en euros, donc, et maintenant il faut l'acheter en dollars, et beaucoup plus cher, et pas avec des contrats à long terme. Donc il se passe un phénomène qui est d'une tristesse infinie, c'est que les Russes vendent leur pétrole à l'Inde ou à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite en a besoin comme d'un trou dans la tête, mais ça fait rien. Elle le reprend, elle rajoute un petit peu d'un pétrole saoudien, elle le raffine, et elle nous revend ça à 2 fois le prix où on le payait avant, quoi. Donc c'est toujours le pétrole russe qu'on achète, mais on l'achète en permettant aux Saoudiens de gagner des trucs monstrueux. Alors, qui va souffrir de cette inflation pour toi, dans un premier temps? Puisque là, on a vu donc la hausse de ces prix industriels, et là, pour l'instant, la variation des prix à l'indice des prix du détail qui monte, puisqu'on est à 8% en Allemagne, et en France, ça n'est pas encore véritablement réparti. Je ne sais pas, j'ai vu le maire de Béziers, qui viennent déclarer qu'ils ont 3 piscines à Béziers municipales, et la hausse des prix de l'énergie, de l'électricité, pour chauffer leurs piscines, j'imagine, a été de 980 000 euros sur l'année. 980 000 euros. Près d'1 million d'euros. 100 000. 980 000 euros. Ah, 980, près d'1 million d'euros. Près d'1 million d'euros. Donc, mais on se dit, donc tous ceux qui faisaient chauffer quelque chose, ils ont fermé toutes les piscines à Paris, je crois. Oui, c'est ça. Il y a un groupe qui s'appelle Vert Marine, oui. Qui a des piscines et des patinoires, oui. Qui ont des prix publics décents. C'est des piscines bien tenues. Il y en a à Boulogne. Et ils ont dû effectivement fermer leur site parce que ça n'est plus rentable. Et les gens, pour autant, c'est-à-dire s'ils devaient mettre le coût d'entrée à un prix rentable, ça ferait une entrée de piscine à 30 €. Personne ne va payer une entrée de piscine publique à 30 €. Dans ces cas-là, tu vas... Et un autre exemple, je cite toujours la boulangerie dans le sud-ouest. Oui, de mes cousins, les Grangiers. Les Grangiers, à qui je dis bonjour, salut. Et les Grangiers à Haro, ils m'expliquent qu'ils ne peuvent plus faire du pain de campagne parce que le prix de l'électricité est tellement élevé que le pain de campagne qui nécessite beaucoup de cuisson, parce que c'est des trucs très lourds, très denses, ils ont fermé le four, quoi. Voilà. Donc, alors, c'est pas qu'ils peuvent plus, c'est que c'est pas rentable. C'est pas rentable, et pour eux, ça serait une vente à perte. Ils ne peuvent pas faire une vente à perte. Voilà. Et donc, on voit très bien, si je devais dire qui est le perdant dans cette histoire, vous vous souvenez du ministre qui avait dit qu'il s'en foutait du gars qui fumait une clope et roulait au diesel. Tu te souviens? Je ne sais plus qui c'était, ce ministre, mais enfin, c'est pas grave.
Eh ben, c'est le gars qui fume une clope et qui roule au diesel qui va en prendre plein la tête. C'est le gilet jaune, quoi. Et c'est-à-dire en Allemagne. Alors attends, parce qu'on revient sur l'indice des prix en Allemagne là. Les industries, il va y avoir un nombre d'industries qui vont fermer en Allemagne si les prix restent là où ils sont. Il faut bien se dire qu'il y a toute une série de secteurs industriels, comme l'aluminium par exemple. L'aluminium, c'est vraiment de l'électricité transformée, c'est tout ce que c'est. L'acier, c'est un peu pareil. Il y a toute une série les ciments, c'est monstrueux ce que ça bouffe d'énergie. Donc, tous ces secteurs très gros consommateurs d'énergie, qui ont quasiment disparu en France d'ailleurs, en Allemagne ils sont toujours là, mais ils vont devoir fermer, ça va être épouvantable. Donc, et tous les gens qui travaillent là-dedans vont être au chômage. J'ai vu que Cristal Dark avait fermé ses usines. Oui, justement par déjà manque de consommateurs parce que alors là c'est le marché, on est sur des produits qui sont moyens de gamme, qui sûrement dû se faire tailler des petites croupières par du produit chinois, moins cher évidemment, et on n'est pas sur non plus du très beau luxe comme Baccarat ou ainsi de suite, qui cela dit souffre aussi, mais bon, et plus la hausse du coût de l'énergie fait qu'ils vont fermer, ça veut dire des salariés sur le carreau et ça veut dire des bassins d'emploi qui tout à coup se retrouvent... parce que c'était une industrie qui était, je crois, dans le Pas-de-Calais ou par là-bas, à Arques, justement, le Cristal Dark. Je connaissais quelqu'un dans la famille qui était à Londres à l'époque où j'y étais, évidemment, ça va être... Donc tout ce qui est gros consommateur d'énergie, vous savez, j'ai souvent dit que l'économie, c'était de l'énergie transformée. Tous ceux qui, au début de la chaîne, transforment des matières premières en produits transformés, ceux-là, ils vont en prendre par la tête. Mais ça veut dire que les produits, l'aluminium, le ciment, etc., ne seront pas disponibles. Oui. Alors moi, c'est un peu ce dont j'ai peur avec la conséquence de cette hausse industrielle qu'on vient de voir, c'est qu'on peut tout à fait demain s'imaginer que telle marque, par exemple, fabricant de shampoing, tout à coup disent « Ah ben non, nous, c'est plus rentable de faire, je sais pas, des masques pour les cheveux parce que ça doit cuire plus longtemps et du coup, on n'en fait plus. » Bon, alors, on survivra. On aura... Mais c'est-à-dire, on peut se retrouver en imaginant dans les industries avec des linéaires tout à coup... Des ruptures, des produits qui sont plus là, qui sont plus disponibles, ce qui est une autre forme d'inflation. Oui. Parce que l'inflation, c'est soit les prix qui montent, bon ça c'est classique, soit la file d'attente qui s'allonge, soit le produit qui n'est pas disponible. Bon, mais si le produit n'est pas disponible, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je voudrais dire quelque chose qui est probablement très important. Ici, là-haut, enfin, à Gafcal, là, on fait des travaux sur le rapport entre l'énergie et l'économie. Bon, c'est des travaux qui sont un peu compliqués, mais enfin, c'est pas grave. Et la quasi-totalité des modèles économiques dont se sert l'INSEE, tous d'ailleurs, ils ne prennent en compte que les prix de l'énergie. C'est-à-dire, ils disent, si les prix montent, la demande baisse, voilà. Mais ils ne font jamais l'hypothèse, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas les volumes. Tu en as parlé soit c'était la semaine dernière, soit la semaine de rentrée, enfin il y a une ou deux émissions, de la différence entre le prix et l'élasticité. Et l'élasticité. Qu'est-ce qui se passe si d'un seul coup, à n'importe quel prix, l'offre de pétrole ou de gaz pour la France, on peut en acheter que 90% de ce qu'on avait acheté l'an dernier. Quel que soit le prix. Il n'y a pas, c'est tout. Et bien à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que d'après les travaux qu'on fait là, l'économie baisse de 6 ou 7. Or, dans tous les modèles de l'économie qui sont faits à l'INSEE et partout, ils ne prennent en compte que la variation des prix. Donc ils disent, si les prix est monté, et on a posé la question à des grands économistes, anglais ici, ou en France, et ils nous ont tous dit, les volumes n'ont aucune importance. Pourquoi ? Parce qu'on était toujours dans une société d'abondance. C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais de rupture. Oui, de la quantité. Oui. C'était quelque chose. Donc, ils peuvent pas les faire entrer. Mais moi, je dis, faites attention, parce que s'il y a des ruptures d'approvisionnement, si simplement le produit n'est pas disponible, le prix, ça ne veut rien dire. Et on l'a vu au moment du Covid, justement, parce que tout à coup, à cause des restrictions de certains pays qui étaient fermés, souviens-toi, il y avait par exemple une sorte de farine, enfin un adjuvant qu'on met dans la fabrication de certains médicaments qui venait d'Inde, je crois. Tout vient de Chine. Voilà.
Et ça paraît idiot, mais comme ça fait partie du composant, j'imagine, pour agréger un dafalgan ou pour agréger quelque chose, du jour au lendemain, et n'ayant pas de substitut, c'est quelque part aussi dans cette il n'y a pas eu de médicament. Voilà, c'est quelque part dans cette élasticité, le concept que tu voyais avant de fragilité. Oui, c'est-à-dire que l'économie devient très fragile. Voilà, c'est-à-dire que quand, et on le verra plus tard, tu parles d'action antifragile, dans la recherche de titres boursiers, c'est aussi des titres qui ne vont pas souffrir de cette élasticité. Ou du moins qui en trouveront une façon de se dépatouiller. De la contourner. Donc, encore une fois, vous avez deux effets. Vous avez l'effet prix. Bon, celui-là, ça n'est pas par exemple, celui pour faire le plein de mon scooter, c'était 9 € il y a un an, et maintenant, ça doit être 14 €. Quoi. Bon, un jour, il faut vraiment que je fasse une photo du e-scooter, qui a quoi, 17 ans maintenant ? 17 ans, l'âge du fils de Louis Vincent. Parce qu'on n'en trouve plus des comme ça. On n'en trouve plus. Et alors, c'est assez drôle parce que je vous raconte une petite histoire. Bon, ce scooter en question fait un bruit de trottinette. De trottinette, de vieille Vespa, tu sais. C'est... Oui. Et c'est un bruit très caractéristique. C'est un BMW C1 pour les spécialistes. Et j'ai un laboratoire en bas de chez moi, et Monsieur Cohen du laboratoire a exactement la même que la tienne. Et dès que le chien l'entend, il galope derrière. Où est mon grand-père ? Où est mon grand-père ? Je lui dis non, c'est Monsieur Cohen. C'est pas ton grand-père, ne sors pas de la maison. Il est très sympathique, ce chien. 3 fois par semaine, Monsieur Cohen va arriver, mon chien, il me dit ah bah oui, je lui dis bah. Voilà. Bon, alors. Donc, le deuxième qui va souffrir, c'est celui qui, imaginez-vous, en bon. Là, on passait plutôt sur l'Italie, dont on. Non, mais attends, avant que vienne, j'aimerais montrer celui-là parce que imaginez-vous que vous êtes un retraité allemand. De 1945 à 2000, vous avez touché 3 ou 4% en termes réels, c'est-à-dire au-dessus de l'inflation, sur vos obligations allemandes. Donc vous avez en allemand que vous êtes bien discipliné, vous avez toute votre épargne en obligation de l'État allemand. Vous avez confiance, vous voyez. Mais aujourd'hui, à la place de toucher 3 ou 4% réels à cause des folies de M. Draghi, vous touchez du moins 5 ou du moins 6, c'est-à-dire que votre pouvoir d'achat baisse de 5 ou 6% par an. Donc tous les gars qui ont des obligations dans leur portefeuille, ils ont un niveau de vie qui va baisser de 5% par an, aussi loin qu'on regarde. Donc, c'est une vraie catastrophe. On a mis le troisième graphique. Après, on a mis le troisième graphique. Donc, tous les... j'ai souvent dit ici dans ces émissions que quand vous gérez un portefeuille, les gens me demandent combien il faut avoir en actions. Et je leur dis, il faut avoir 100 moins votre âge. Oui, tu l'as déjà dit dans pas mal d'articles. Donc, je l'ai déjà dit, 100 moins votre âge. Bon, si vous avez 70 balais, ça veut dire que vous devez avoir 70% d'obligations. Mais aujourd'hui, avoir 70% d'obligations, vous allez vous faire massacrer. Or, la plupart des gens sont toujours sur ce schéma. Donc, ça veut dire que tous les pauvres gars qui ont épargné, par exemple, dans une assurance vie en France, qui est en obligation française, je crois qu'il y a 2000 milliards ou je sais pas quoi d'euros qui sont investis par des Français dans les obligations françaises, ils vont se retrouver avec une baisse de leur niveau de vie de 5 à 10%. Et c'est pas rien. Alors je sais pas, mais il me semble donc que le deuxième, c'est le pauvre entier, le gars qui a pris sa retraite, qui a acheté les obligations d'État pour être tranquille. Parce que le marché des actions, ça monte, ça baisse, c'est agaçant. Tandis que là, les obligations d'État, vous touchez votre coupon, vous êtes tranquille, il vous arrive rien. Vous arrivez des tas de saloperies. Et c'est le but de cette politique, c'est de ruiner le rentier. Puisque c'est ce que recommandait Keynes, qui disait qu'il fallait procéder à l'euthanasie du rentier. Et je vous assure qu'elle est en train de marcher à fond, la caisse. Pourquoi ? Parce que l'État, ne pouvant pas payer sa dette, doit ruiner les épargnants. C'est la seule façon de maintenir l'État solvable. C'est horrible. La seule façon qu'il leur reste, parce que la première façon qu'ils ont eue, c'était pas dépenser tout ce pognon. La première façon qu'ils ont eue avant de ruiner les épargnants, c'était de ruiner les États. Oui. Puisqu'ils ont quand même commencé par là, par faire des dettes absolument abyssales, astronomiques. Monsieur Draghi avait bien pris de l'avance. Oui, et ils nous ont collé. Mais en Allemagne, ils étaient raisonnables. Mais en France, on a quand même 3 000 milliards de... oui, facile, on doit être à 124% du PIB. 124% du PIB, et on compte pas le hors-bilan la plupart du temps. Oui, non, on compte pas, par exemple, toutes les retraites capitalisées qui est cossu. Non, mais c'est pour ça que je te dis. Et c'est là tout le problème, c'est que vous aviez en Europe des pays qui étaient à peu près raisonnables,
comme l'Allemagne, justement, ou l'Autriche, ou d'autres pays, et d'autres pays qui n'étaient pas du tout raisonnables. Et donc, comment vous maintenez dans un taux de change fixe des pays qui sont raisonnables avec des pays qui ne sont pas raisonnables? C'est pas possible. Surtout qu'au moment où on commence l'euro, l'Allemagne n'avait pas véritablement fini d'intégrer ces deux Allemagnes. Non, donc on était encore dans un effort d'austérité, quelque part, oui. Que les Allemands. Et donc, ce qu'ont fait les Allemands, il faut s'en souvenir, au moment où nous, on faisait les 35 heures, eux, ils faisaient les accords Schwarz, hein, et qui faisaient baisser les coûts du travail de 5 à 10%. Donc, nous, on les faisait monter de 5 à 10%, pendant que l'Allemagne faisait baisser les siens de 5 à 10%. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on avait un excédent commercial avec l'Allemagne au début des années 2000, personne ne s'en souvient. Et aujourd'hui, on a un déficit monstrueux, ben évidemment, puisqu'on est beaucoup plus cher. Donc, c'est vraiment, encore une fois, l'impréparation de nos classes dirigeantes depuis les années 90 est extravagante. Confondante. Il voudrait le faire exprès, qu'il s'y prendrait pas autrement. Et pourtant, je crois que c'est juste de l'incompétence. Alors, concernant l'Italie, on est encore dans un schéma. Alors, l'Italie, c'est intéressant parce que là, on a vu la Suède basculer à droite. La Suède n'étant pas dans la zone euro, mais ça envoie quand même un message intéressant. C'est eux qui ont inventé la social-démocratie, quand même. Bien sûr. Et depuis... Et quelque part, le libéralisme en Europe, parce que c'est un des seuls pays qui, véritablement, aussi, nous a montré des modèles libéraux tout en sortant de social-démocratie. Donc, c'est un pays instinctivement... Le secteur privé se dépatouillait, et de l'autre côté, ils avaient un secteur de soutien très, très fort. Et en 92, comme je l'ai dit, ils ont fait faillite, donc ils ont réduit le secteur de soutien pour mettre plus de marché dedans. J'ai expliqué comment dans le passé. Donc aujourd'hui, par exemple, les Suédois, pendant la crise du Covid, n'ont pas fermé. Les entreprises n'ont rien fermé du tout. Ils ont dit aux gens, restez chez vous, aux vieux, restez chez vous. Et la première année, ils ont eu plus de morts, et depuis, ils ont beaucoup moins de morts. Et donc, la Suède, c'était un pays social-démocrate qui était pas mal géré. Mais la raison pour laquelle tous les gens ont voté à droite en Suède, cette fois-ci, enfin, par une majorité, c'est qu'ils ont laissé rentrer à peu près 10% de la population d'immigrés, et que ça leur pose des problèmes de sécurité surtout qui est énorme. C'est à Malmö, je crois, qui était une région où il y avait des laboratoires structurés. Je crois qu'il y avait Allergan et des grands laboratoires qui ont surperformé dans le domaine médical, esthétique, ce genre de choses. C'est tout l'acide réticulé, toutes ces choses-là. Et donc, ils se sont retrouvés avec des vagues d'immigration très très dense, un peu comme on a pu observer, nous, à Marseille ou dans le 9-3, c'est-à-dire des régions qui, du coup, en deviennent ingérables parce que c'est très difficile d'avoir une assimilation quand tu te retrouves avec des bassins. Voilà. Où il y a une majorité d'immigrés. Et donc, je crois que le vote, ça n'a pas été une condamnation de la social-démocratie, parce qu'elle a plutôt bien fonctionné en Suède, ça a été une condamnation de la politique d'immigration des gens qu'on a laissé rentrer. Et donc, c'est un côté désagréable, mais en même temps, on ne peut pas leur en vouloir. Alors, l'Italie, ce qui se passe... c'est un pays démocratique, donc à partir du moment où des élections sont faites librement, le résultat desquelles ne nous regarde pas. C'est les gens votaient. On n'est pas suédois. On n'a pas ils sont eux dans leur pays, ils font quand même un petit peu ce qu'ils veulent. Oui, c'est un peu le principe. Mais pas toujours en Europe. Hein. En Europe, on ne vous laisse pas toujours faire. Quelquefois, tu votes non à Maastricht et on te le met quand même. Ça, c'est la démocratie à la française. Voilà, c'est-à-dire, on vous a demandé votre avis, mais vous êtes des crétins, donc nous, vu qu'on est des oins du Seigneur, on va le faire quand même. On va le faire quand même. Alors, en Italie, ce qui se passe, c'est que l'Italie, il faut savoir que le niveau de vie individuel en Italie a baissé depuis l'entrée de l'euro. C'est-à-dire que les gens sont plus pauvres qu'il y a 22 ans, dans l'ensemble, en moyenne. Et pour empêcher les gens de devenir vraiment très pauvres, ils ont emprunté comme des malades. Donc, ils ont une dette qui doit faire 150-160% du PIB. Donc, encore mieux que nous. Ils ont fait beaucoup mieux que nous. Mais ce qui devient intéressant, c'est que si les taux d'intérêt montent, allez, mettons que la dette soit à 150% du PIB, allez, parce que ça facilite les calculs. Si les taux d'intérêt sont 4%, il faut qu'il y ait 150 que multiplie 4, ça fait 6% du PIB qui aille au service de la dette. Mais l'économie italienne croît de 1% par an si tout va bien. Et donc ça veut dire qu'on doit payer 6, et de l'autre côté, la masse imposable augmente de 1. Donc ça veut dire qu'il y a un appauvrissement de 5.
Il y a aussi quelque chose qui est intéressant en Italie, tu l'as dit souvent, mais je le redis quand même, on dirait une chanson de Patrick Bruel, mais toujours, c'est que la dette italienne, à la différence de la dette française, est beaucoup plus détenue par les Italiens que la nôtre. Donc, dans l'éventualité, très éventuelle, mais que je mets quand même là, d'un retour à la lire, ils pourraient, eux... oui. Nous, on a prêté beaucoup d'argent au Qatar, au fonds de pension hollandais, au fonds de pension américain. Nous, on ne sait pas vraiment, il paraît, parce que je l'ai lu dans le bouquin d'Agnès Verdier-Molinier, on ne sait pas vraiment qui détient notre dette. Quel est le pourcentage, par exemple, de l'économie chinoise qui détiendrait de la dette française? La Banque centrale doit en avoir. Ce que je trouve quand même remarquable, c'est dans l'absolu qu'on ne sache pas qui détient notre dette. T'inquiète pas, on le sait, puisque là, c'est une petite incidente, mais la dette française est détenue de façon électronique. Oui, donc on a une traçabilité. Non, mais dans un machin qui est à Bruxelles, il y en a un autre aux États-Unis, où toutes les transactions financières se passent. Oui, où tu nous en as parlé de ce grand ordinateur, où tout se passe. Donc, tout ce qu'on pense. Je suis certain que ces gens à Bruxelles savent à tout moment quelle est la taille de la dette française, et exactement qui est de l'autre côté, puisque c'est une comptabilité en partie double, qui la détient. Alors c'est peut-être des sociétés au Caïman ou j'en sais rien, mais enfin on sait très bien qui est là. Donc il me semble absolument invraisemblable que le Trésor français, qui a accès à ce truc en temps réel, ne sache pas combien on a. S'ils ne le savent pas, ou s'ils ne veulent pas nous le dire, c'est que c'est probablement pas très agréable, c'est-à-dire que c'est probablement l'Arabie Saoudite et le Qatar qui détiennent une partie, ou les Émirats Arabes Unis qui tiennent une partie importante de notre dette, ce qui leur donne peut-être un peu de levier sur notre politique. C'est peut-être pour ça que la police française, dont on sait qu'elle n'a rien à foutre en France, va assurer la sécurité du mondial de football au Qatar, quoi. Vous voyez, je veux dire, c'est-à-dire il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas, mais on ne les sait pas parce qu'on ne veut pas nous les dire. Donc on avait mis normalement le graphique de l'Italie. Donc l'Italie rentre à nouveau dans une trappe à dette avec des taux d'intérêt qui sont plus élevés que son taux de croissance. Et donc ça se termine toujours en banqueroute. Et l'Italie vote dans 15 jours. Et ça fait 22 ans qu'on a empêché l'Italie d'être gouvernée, parce que dès qu'un type comme Berlusconi voulait commencer à remettre en cause l'euro, ce qui était le cas, on l'a viré instantanément et on a mis des Quisling ou des Pétain pour remplacer le type qui était normalement élu. Donc quelque part... Est-ce qu'on va avoir un retour de la démocratie en Italie, parce que ça fait à peu près 15 ans qu'il n'y en a plus, avec une élection qui permet aux gens de dire, si ça vous fait rien, j'en ai marre de voir le peuple italien crucifié sur un truc qui s'appelle l'euro, quoi. Et deuxième question, si toutefois l'issue de ces élections va vers plus de liberté, c'est une bonne nouvelle. Sera-t-elle suivie? Parce que, encore une fois, tu donnais l'exemple de Berlusconi, ils n'ont pas hésité à le faire sauter par... donc, est-ce que les gouvernements mondiaux accepteront, sans être complotistes, mais juste... Le vrai problème, c'est quand ils ont fait le coup à la Grèce, qui avait voté pour sortir de l'euro, on leur a dit, écoutez, on vous coupe toutes les lignes de crédit, toutes les banques, plus rien, vous ne pouvez plus avoir d'argent. Mais ça, tu peux le faire à la Grèce. Mais le faire à l'Italie, qui a, je crois, le troisième marché obligataire du monde... oui, ça va se voir. Ça va se voir. Et puis alors, vraiment, là, comme un truc antidémocratique... oui, ça va donc s'ils font ce coup-là, je ne sais pas ce que ça va faire, mais ça va être mal vu, hein. Alors, la troisième personne qui va quand même beaucoup souffrir, puisque là, on a parlé de l'Allemagne, on a parlé de l'Italie, ça va être nous, la France. On va avoir une récession. On va avoir une récession d'anthologie, comme on en a probablement presque jamais vu. Oui, ça dépend un peu de ce qui va se passer sur l'énergie, mais on peut avoir une baisse du PIB qui sera de l'ordre de 4 ou 5%. Ça veut dire un déficit budgétaire qui va passer c'est le graphique suivant. Vous voyez que les déficits budgétaires deviennent plus grands à chacune des récessions. Vous voyez, je montre l'espèce de ligne de tendance là. Donc si on continue la ligne rouge là, le dernier, on s'était arrêté à peu près à 5 ou à 6, on va s'arrêter à 10. Mais 10% de PIB et de déficit budgétaire du PIB, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, c'est ce que j'ai essayé de dire la dernière fois, je crois bien, c'est que j'ai dit, pour la première fois de ma carrière, quand je vois toutes ces graphiques qu'on vous a montrés, je ne vois pas de sortie de marché. C'est-à-dire que, d'habitude, je me dis, il va y avoir un prix qui va bouger, l'autre qui va monter, l'autre qui va baisser, il va y avoir une baisse du niveau de vie, puis ça va... Là, la seule solution, c'est qu'il y ait des ruptures politiques.
enfin qu'il se passe quelque chose dans la politique pour trancher le nœud gordien. C'est-à-dire, je ne vois pas comment on peut s'en sortir avec l'euro, avec la BCE, je vois pas comment... Il n'y a plus aucune marge de manœuvre, là. Oui, c'est something's got to give, comme Something on dit. has got to give, et je vois pas... Et je peux pas imaginer ce que ça va être. Bah oui, il n'y a plus de... Alors, l'étape suivante, c'est peut-être les tickets de pantalons, rationnement. là, on a tiré. On a tiré, mais ça va peut-être être ticket de rationnement, ça va peut-être être... je sais pas, mais c'est plus une économie de marché. On rentre dans une économie complètement administrée. C'est-à-dire, on rentre encore une fois dans l'Union soviétique puissance 2, quoi. C'est terrible ce que tu nous annonces. Ça me... Mais non, mais ça veut dire que je m'attends, j'ai ma petite valise prête à la maison pour partir en camp de concentration, quoi. Alors, je serai un des premiers à y aller, d'ailleurs. Tu dis dans cet article un concept qui est très important, c'est quand la rentabilité du capital... Donc ça, la rentabilité du capital, c'est en gros quand tu investis dans une société... Combien ça te rapporte ? Combien ça te rapporte à la fin. Donc, combien ça vous donne? Est-ce que c'est rentable d'investir? Voilà. Est-ce que investir, par exemple, je ne sais pas, ouvrir un deuxième magasin de chaussettes et de chemises va vous rapporter autant que le premier? Est-ce que voilà, donc la rentabilité du capital investi, c'est quelque chose qui se calcule dans une économie et qui est un facteur qui vous permet de déterminer effectivement si votre économie est florissante ou pas. Voilà. Et pour que ça marche, une économie, mettons que vous ayez un business plan qui a l'air sérieux et que vous allez gagner du 5%, allez, avec vos investissements. Bon, si vous pouvez emprunter à 1, vous vous dites j'emprunte à 1, je gagne du 5, je suis tranquille. J'ai fait 4%. J'ai fait 4% de différence, tout va bien. Mais le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu de ces récessions, des contraintes sur l'énergie, mais si la rentabilité du capital est zéro, si vous perdez de l'argent, ben, qu'est-ce qui se passe? La banque, elle ne va pas vous prêter à -2 ou à -3. Non. Elle va vous prêter à 2 ou à 3. Donc, quand le coût du capital passe au-dessus de la rentabilité du capital, ben, les investissements s'arrêtent, tout s'arrête. Et ce que je crains pour l'Europe, c'est que ça se passe dans les 12 mois qui viennent. Mais à ce moment-là, les banques qui avaient prêté sur l'idée que j'allais gagner du 5% quand je fais du -5, ben, elles sont obligées de dire que mon prêt ne vaut plus rien. Donc, ça veut dire que le mécanisme d'ajustement quand une économie rentre en récession, c'est le système bancaire qui, lui, est la variable d'ajustement. En quelque sorte, les banques, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles empruntent au prix du marché, allez, l'argent que leur prête la Banque centrale, et elles le prêtent aux entrepreneurs. Mais si le prix du marché est plus élevé que les entrepreneurs, ben les banques font faillite. Oui, bien sûr. Et donc on se retrouve dans un monde où la prochaine variable d'ajustement, il faut regarder le prix des banques en Europe. Voilà. Alors, ça, c'était l'indice des banques de la zone euro. Qui a une sale gueule, qui est au même niveau, pour vous donner une idée, qu'en 1990. Donc depuis 1990, en dehors des dividendes, vous n'avez rien touché si vous avez eu des banques européennes. Mais alors maintenant... Oui, mais enfin, si t'en es sorti ici, tu t'en es bien tiré, quand même. Ah oui, si t'en es sorti... Si non, mais moi j'avais 2010. recommandé aux gens de s'en sortir en 2000. Donc j'ai eu l'air complètement idiot pendant 5-6 ans. Mais c'est bon, on a l'habitude. Oh, ça, on n'a pas l'habitude. D'avoir tort, ça m'a jamais gêné pendant un certain temps. Puis ensuite, ben, vous avez gagné toute votre vie comme un fou si vous aviez pas de banque. Mais maintenant, la question, c'est que l'espèce de ligne où les banques étaient, le prix où elles étaient en 90, c'était 80. Ben aujourd'hui, on est à 81 ou 82. Ben, si on passe en dessous de 80, les gens vont se dire, mais c'est la fin du monde. Oui, parce que si vous ne gagnez pas sur les banques pendant 20 ans, c'est qu'il y a un gros loup dans le système. Oui, il me semble. Et ça n'empêche pas au Parlement, à l'Assemblée nationale, toute une série de crétins de dire que les banques se mettent plein les fouilles. Je vois tout à fait qui tu vises. Et que il faut taxer les super profits, alors que les banques n'ont jamais autant été à l'os. Je te rappelle que cette semaine, on a quand même eu Bruno Le Maire. Je suis désolée, je sais que tu avais fait un moratoire. Pas tirer sur une ambulance. Un moratoire pour dire qu'on ne devait pas tirer sur lui, mais il nous a expliqué quand même cette semaine fièrement qu'il avait réussi à négocier avec le secteur bancaire que les frais bancaires soient limités à 2%, je crois, afin de pallier à la situation inflationniste qui était la nôtre. Qu'il a lui-même créé. Donc là, on est aussi sur quelque chose de cossu. Mais au-delà de ça, comme si les banques faisaient aujourd'hui leur pognon sur la tenue de compte d'individus. C'est extraordinaire. Donc on voit qu'ils prennent des mesures. Si vous voulez, vous êtes sur le Titanic et le gars est en train de regarder
si les toilettes marchent bien, quoi. Vous voyez, voilà, au troisième sous-sol. Donc, vous dites, bon, ils ont vraiment une idée des si priorités. on faisait des wagons-lits. Si on faisait des wagons-lits. C'est le deuxième bonne idée. Et alors, voilà. Et tout ça va être... Ce que je dis dans le dernier graphique, c'est que l'Europe n'ayant produisant aucune énergie, sauf l'énergie nucléaire française qu'on a réussi à foutre en l'air quand même, elle est importatrice nette d'énergie, et donc plus elle importe, plus sa balance commerciale se détériore. Et donc, la plupart des pays européens sont en balance commerciale déficitaire, je crois, y compris l'Allemagne d'ailleurs. Et si les prix du pétrole continuent à monter, ou les prix du gaz, ou restent où ils sont, on va avoir des balances commerciales déficitaires. C'est-à-dire que à ce moment-là, les gens vont se dire « Ouh là 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 là, je ne vais pas acheter des obligations allemandes parce qu'ils sont en déficit, donc il faudra monter les taux pour les rendre plus attractives. » Donc on rentre dans une récession inflationniste avec une position extérieure qui se détériore et il va falloir monter les taux dans une récession. Mais c'est de la folie. Dans une récession, il faut baisser les taux. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Je reviens à la même chose. Par contre, ce qu'on va faire ensuite dans la deuxième partie, c'est que je vais vous expliquer peut-être comment passer au travers d'un truc auquel je ne comprends rien, quoi. Donc là, la conclusion, on aura mis le dernier graphique. La conclusion de cette dernière partie, c'est quand même d'expliquer que toute une série d'erreurs politiques, stratégiques, économiques nous mettent aujourd'hui dans une situation invivable. Incompréhensible. Propulsé aussi par cette guerre en Ukraine qui nous a provoqué... Où on a fait des tas d'erreurs. Mais là, sans parler de décision politique, c'est simplement en faisant le choix de dire nous faisons le choix moral de ne pas prendre cette énergie. On n'a pas réfléchi avant, c'est pouvait-on se le permettre? Je pense que la réponse, si on s'était posé la question, aurait été non. Et on l'a quand même fait, mais ça, c'est parce que... Ça a été fait par une dame, Madame van der Leyen, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Van der Leyen. Tu n'y arriveras jamais, je pense. J'y arriverai jamais. Tu n'y arriveras jamais. Et que personne n'a élu et qui nous a mis toutes seules dans ce merdier. C'est-à-dire, j'aurais pu penser que les autres étaient d'accord derrière. Les autres étaient d'accord, mais les autres en Europe, bien sûr. Mais on aurait pu penser que des sanctions contre la Russie, une quasi-guerre contre la Russie, le Parlement aurait peut-être pu avoir son mot à dire, ou le ministre des Affaires étrangères français, mais comment il s'appelle d'ailleurs, lui? Qui c'est le ministre des Affaires étrangères français? Énorme trou. Je ne sais plus. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que maintenant... Les décisions sont prises à Bruxelles sur des questions de survie nationale domestique. Et je me dis, mais c'est pas du tout ça l'Europe. L'Europe, c'était la subsidiarité où chacun prenait des décisions. Et la décision de mettre en guerre contre la Russie, c'était pas une décision qui dépendait de Bruxelles, mais du Parlement français. Peut-être ils auraient voté, mais ça c'est autre chose. Mais au moins, on aurait une certaine légitimité. Oui, au moins. Alors, passons à la deuxième partie. C'était les bonnes nouvelles. Hein. Maintenant, on va où? C'était les bonnes nouvelles. On rentre dans la deuxième partie qui est, alors, comme vous le savez tous, parce que vous suivez assidûment, Charles vous aura recommandé sur notre site, www.institutdeslibertés.org, un portefeuille type d'actions qui, pour lui semblait pérenne. D'actions et d'obligations et d'outils. Il n'y a pas que des actions. Voilà. Afin de se protéger au mieux de la barbarie ambiante. Voilà. Alors, on refait un petit point en cette rentrée 2022 pour essayer de voir... alors déjà... la bonne nouvelle, c'est que le portefeuille en question a mis 12 points dans l'indice de la Bourse de Paris, ce qui est considérable. Donc, un peu d'autocongratulation pour Charles est bienvenue. Donc déjà, si vous l'avez fait, vous êtes plutôt content de vous, parce que 12 points... Et vous n'avez pas perdu d'argent. Vous n'avez pas perdu d'argent, ce qui, par les temps qui courent, est quand même remarquable. Et vous avez pu en gagner un petit peu. Alors... revenons à la fin de 2019. Revenons à la fin de 2019 et on se dit, bon, je l'avais écrit toute une série de papiers à l'époque, qu'on peut retrouver sur le site d'ailleurs, ça commence à sentir le renard. Et donc, je dis ça sent le renard parce que, encore une fois, une anecdote familiale, mais j'avais, quand j'étais enfant, un caniche, et il y avait chez une vieille tante chez qui j'allais en Normandie, une tête de renard empaillée. Et quand je lui montrais le renard empaillé, elle se mettait à pousser des cris parce qu'elle était dans un état de rage totale. Donc elle percevait l'animal sauvage, quoi. Et donc, moi, quand je dis ça sent le renard, ça veut dire je suis comme le caniche. Parfois, je trouve que les marchés commencent à sentir le renard sans que je sache très bien pourquoi.
Donc, fin 2019, début 2020, j'ai dit, bon, les gars, ça commence à... Bon. Et j'ai dit aux gens, bon, alors on va faire des portefeuilles défensifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un portefeuille défensif ? C'est un portefeuille dont vous essayez de limiter la volatilité quand les marchés baissent. C'est-à-dire, ce qui fait mal, quand on est dans les actions, c'est qu'il peut y avoir une baisse de 50%. Donc vous avez perdu 50% de votre capital, et pour que ça revienne, il faut que vous passiez de 50 à 100, ça veut dire que vous doubliez. Et je vous assure que vous ne doublez pas tous les jours en bourse. Hein. Donc une baisse de 50%, ça tue un portefeuille pour des années, quoi. Il est mort. Donc la première des choses, c'est qu'on va essayer de trouver des choses qui, si ça se pète la gueule, vont pas baisser. Alors j'en avais identifié 2, qui sont là d'ailleurs. Le premier, c'était les obligations chinoises. Tout le monde me dit, mais vous êtes complètement fou. Je leur dis, je suis peut-être complètement fou. Mais les obligations chinoises, elles sont montées de 24% en euros depuis que je les ai recommandées. Là, on montrera. Et donc, 24%, alors qu'une obligation française a baissé de 12. Donc, j'ai mis 36 points aux obligations françaises qui étaient chargées d'assurer ça, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ne le font plus. Les obligations françaises ne sont plus défensives. Maintenant, elles sont devenues une garantie de perte du fric. Donc, j'ai mis, ça a marché. Et puis, je dis la deuxième chose, en général, dans les périodes de grands troubles, c'est l'or. Oui. Et donc, l'or, lui, pendant cette période, en euros, il est monté de 22%. C'est-à-dire que la moyenne entre les deux est montée de 23%. Donc, si j'ai mis 50% du portefeuille dans un marché qui est monté de 23%, ça veut dire que l'autre moitié qui serait dans les actions, je peux prendre une baisse de 23% et je serai à 0. Alors que tout le monde sera à moins 23. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, donc, la première chose que je fais, c'est que je me bâtis une forteresse autour de moi, une espèce de truc qui m'empêchera de me faire massacrer. Alors, il me reste 50%. Et ces 50%, je regarde l'État français, je regarde la France, et je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec un des patrons du CAC 40 il y a déjà bien longtemps. Et j'avais dit, c'est quand même curieux, la France, c'est un pays qui est géré par des fous, qui est en voie de socialisation rapide, et il y a des valeurs en France qui sont incroyables, qui sont des valeurs capitalistiques absolument incroyables, qui marchent le tonnerre de Dieu. Il m'a dit, Charles, vous comprenez rien, je vais vous expliquer la raison pour laquelle ça se passe. C'est que nos concurrents, ils doivent se battre contre nous et les autres concurrents. Mais nous, on doit se battre contre nos concurrents et l'État français tout le temps. Donc, on est dans une forme olympique. C'est-à-dire que non seulement on doit être bon contre les autres, mais en plus, il faut qu'on soit en train de se bagarrer tout le temps contre l'État français pour empêcher de se massacrer. Donc, je suis arrivé à la conclusion, en raisonnant à l'envers, que si vous voulez avoir des actions en France, il faut avoir que des actions à qui l'État ne peut pas faire de mal. Tu vois, ça paraît idiot, mais... et donc, je sais que les actions à qui l'État peut faire du mal, c'est des actions où il est au conseil d'administration. Donc j'ai sélectionné 10 actions, dont la caractéristique principale, c'est qu'il n'y a pas un représentant de l'État au conseil. Et comme ça, j'ai des actions qui n'ont pas de conflit d'intérêt. Regardez, vous m'auriez dit en 2010, allez les enfants, maintenant le prix du pétrole va passer de 20 à 100, le prix du gaz va passer de 50 à 1000, je me serais dit, je vais me bourrer d'EDF. Non ? Parce que ils dominaient. Sauf que c'est le piège. Sauf que c'était le piège absolument abominable, parce que l'État français a forcé EDF à vendre à perte, a détruit EDF en l'espace des 10 ans qui suivaient. Donc, un type intelligent aurait dû se bourrer d'EDF s'il avait eu la prescience. Mais s'il le faisait, il perdait tout. Tandis que vous achetez LVMH, vous êtes tranquille. Vous achetez Pernod Ricard, les gens vont continuer à picoler. Vous voyez, donc j'ai trouvé 10 actions où l'État n'est pas au conseil d'administration. Et ce portefeuille, si on le garde sans arrêt, mettons, vous avez 50% en actions, allez, et vous mettez 5% dans chacune des 10 actions. Et puis, tous les mois, s'il y en a une qui est montée à 7, l'autre qui est baissée à 3, vous vendez celle qui est à 7, et vous rachetez pour ramener vous vendez pour ramener à 5, et puis vous prenez le pognon, et puis vous allez racheter celle qui est à 3. Donc vous ramenez tout le monde. L'idée, c'est que dans le fond, ils doivent avoir la même rentabilité sur le long terme, les 10 là. Donc vous faites ça, et vous vous retrouvez avec 10 actions que vous rebalancez tout le temps. Bon, c'est un peu fastidieux, mais enfin, vous pouvez le faire tous les trimestres, ça ne change rien. Et avec ça, vous faites, je ne sais plus combien de mieux que l'indice, je crois que vous faites 10 points de mieux que l'indice, ou quelque chose comme ça. C'était 12. C'était 12, oui. Voilà, vous faites 12 points de mieux que l'indice.
Donc, à la place de voir un indice qui n'a quasiment rien fait depuis 2019, oui, qui a monté un tout petit peu, ben vous avez un portefeuille qui est monté de 25 à la place d'être en hausse de 10. Et donc, ben, vous avez plus 25 d'un côté et plus 24 de l'autre, ben, ça fait que votre portefeuille est monté d'à peu près 100. Il n'a pas bougé, il est monté tranquillement, il n'a pas bougé pendant que tout s'agitait autour de lui. C'est-à-dire que vous avez pu dormir la nuit. Alors, redonnons les valeurs, parce qu'on ne les a pas dit on va les lire, parce que... Voilà, vas-y. Alors, on a Air Liquide. Un point avant qu'on commence. Vous pouvez choisir les 10 valeurs que vous voulez. L'essentiel, c'est qu'elles n'aient pas de siège au conseil d'administration. Donc, j'en ai trouvé 10, mais il peut y en avoir 10 autres. Moi, j'ai pas de... Si vous voulez rajouter, je sais pas quoi... mais vous mettez pas Bouygues, par exemple. Parce que Bouygues, ça ne travaille qu'avec les commandes de l'État. Alors, on a donc Air Liquide, ça tu le cites suffisamment souvent pour que je pense que tout le monde l'ait bien compris. Schneider, ça aussi, c'est une très belle valeur. LVMH, oui. L'Oréal. Bah oui. On va toujours continuer à acheter du dentifrice. Pernod Ricard, pareil, on va continuer à se bourrer. Oui. Surtout alors, si ça va mal. Tu avais écrit BSN, mais c'est Danone. Hein. C'est Danone, oui, ça c'est le vieux... Ouais. C'est l'avenue du Bois. C'est l'avenue du Bois, c'est ça. C'est comme l'avenue Foch qui était l'avenue du Bois. Capgemini. Oui, je ne sais pas trop ce qu'ils font, mais enfin, ils ont l'air de gagner de l'argent, ils sont bien. Total, évidemment, Total, en ce moment, oui. une pétrolière, c'est pas mal. Et Accor. D'accord. Alors évidemment, Accor, il a ramassé une gamelle, mais ça fait rien, vous la rachetez, puis un jour il remontera. Quoi. Et ah oui, j'ai oublié Sodexo. Bon, on est dans la même idée qu'un Accor. Sodexo, belle boîte. Même Feu Pierre Bellon est parti, je crois, c'était en juin. Non, juste l'an dernier, je crois. Il s'est enterré juste à côté. Enfin, la messe était juste à côté. Oui, quand je bossais chez Mockeboard, c'était un des clients. Et il était très fort en gueule, il était très rigolo à voir à chaque fois qu'il y avait des buffets un peu trop copieux, il disait « Ah, je vois où partent les honoraires !» Avec un air pincé. C'est comme moi, quand je vais dans les banques suisses, je regarde l'épaisseur de la moquette et je leur dis ça va. Mais c'est difficile quand tu es quelque part avocat, quand tu es dans le conseil ou des choses comme ça, d'avoir quelque chose qui fasse suffisamment cossu pour que ça soit quand même élégant, et pas trop pour qu'on dise pas « Je vois où partent les honoraires !» Je connaissais François Michelin, qui était une légende. Quand on allait dans son bureau dans le Nord ? Non, il était à Clermont-Ferrand, bien sûr. Ah oui, Clermont-Ferrand. Et il y avait une ampoule qui pendait comme ça sur sa table, et c'était d'une sobriété. On sentait que les Michelin... Protestantes. Je ne sais pas s'ils étaient protestants. Non, ils étaient catholiques. C'était une sobriété rude. De bonne aloi. De bonne aloi. Je connais une autre famille aussi dans le Nord. Les enfants voyageant en troisième classe. Voilà, tout le monde voyait. S'il y avait une troisième classe, ils seraient tous dedans. Ça serait que pour eux, quoi. Non, mais ça, c'est le genre de société que vous voulez avoir. Ils ne gaspillent pas l'argent, hein. Donc vous avez ce portefeuille. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui ? Il a bien traversé la première phase de crise. Les gens me disent, vous êtes fous de rester avec des obligations chinoises parce que s'ils attaquent Taïwan, ça va être le merdier. Je leur dis sûrement, ça va être le merdier. Mais à ce moment-là, j'espère que l'or va monter comme une fusée. Oui, l'or montera sûrement comme une fusée. Ce que je veux dire par là, c'est que vos positions ne sont pas indépendantes des autres positions. Ce que je veux dire, c'est que vous essayez d'avoir une réponse. S'il se passe ceci sur celle-là, il y a celle-là qui risque de compenser. Donc, c'est pas un portefeuille. Ce que j'essaye d'expliquer aux gens, c'est un animal en lui-même. Vous pouvez mettre que des bonnes choses dans votre portefeuille et avoir un très mauvais portefeuille. Et donc, il faut être capable de mettre des choses qui se répondent les unes aux autres, et c'est tout l'art de la gestion. En plus, l'or, dans une période de fragilité, on a une notion d'élasticité, puisque l'or a à un instant T un truc fini, alors que quelque part, tu peux te dire, oui, le pétrole, peut-être, demain, on va en trouver plus, du coup, est-ce que ça n'influera pas, ou ainsi de suite, même si... Voilà, tandis que l'or, on est relativement sur une quantité finie. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que je fais des travaux sur l'or. Je ne suis pas du tout ce qu'on appelle un gold bug, vous savez. Non, pas du tout. Au contraire. D'ailleurs, il y a des gens qui souvent me mettent des commentaires en me disant « Ah, mais en 2012, Charles disait de ne pas acheter d'or. » Bah oui, mon coco, mais c'était en 2012. Comme si mais il était au même prix qu'aujourd'hui. Hein. Oui, donc je suis redevenu haussier sur l'or il y a 2 ans. Hein. Comme si un conseil boursier était quelque chose, genre on te le dit one time en 99 et c'est pour toute ta vie. Tu sais pas. Non, mais c'est ce que disait Keynes, qui était un remarquable écrivain. Il avait, comme beaucoup d'anglais, énormément d'humour. Il disait... Il y a quelqu'un qui lui dit « Vous avez changé d'opinion ». Il a dit « Ben oui, j'ai changé d'opinion. Quand les faits changent, je change. » Évidemment. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites, vous, monsieur ? Vous restez les mêmes opinions, quels que soient les faits ?
Et ben, c'est ce qui se passe avec notre élite européenne. Elle reste avec les mêmes opinions, quels que soient les faits. Et donc, je voudrais faire une petite incidente là-dessus, parce que ça me paraît essentiel. C'est que vous savez, il y avait un historien qui s'appelait Toynbee, que j'aimais beaucoup, qui a écrit Study of History, qui a été traduit en français dans le mot histoire. C'est-à-dire, il y a le bouquin d'Anne Rand et il y a le Toynbee. C'est à peu près le même. C'est à peu près ça. Encyclopédie. Donc, c'est du solide. C'est pas facile à lire, mais enfin, c'est très intéressant. Alors, mais ça va parce que c'est des chapitres. Quand même. Pardon de te couper, excuse-moi. Oui. Mais l'idée de Toynbee, c'est de dire le rôle des élites, c'est de répondre aux défis qui se posent dans une société. Si le défi est résolu, on passe à une étape supérieure, il y a d'autres défis qui se présentent, etc. Donc, le rôle des élites, c'est, dans le fond, de prendre la direction de la société pour qu'elle aille dans un endroit où on répond aux défis. Donc, quels sont les défis que nous avons en Europe depuis déjà un certain temps? Mettons, c'est probablement l'écroulement démographique. Ça me paraît un truc auquel on aurait pu penser. L'immigration, les deux sont peut-être liés, je ne sais pas. Le déficit énergétique. Il y a comme ça quelques grands sujets. L'endettement des États, l'absence de croissance. Enfin, il y a quand même des choses importantes dans les défis. Et les deux seules choses qui les intéressent, c'est la construction, nos élites, c'est la construction d'un État européen et sauver la planète. Et donc, ils passent leur temps, par exemple, vous êtes comme moi, ça fait 15 ans ou 20 ans qu'on nous parle de la transition énergétique, non, pour sauver la planète. Ouais. Bon, ben alors maintenant, il y a une crise de l'énergie, et tous les bitonieux qu'on a installés partout, ils ne marchent pas. Je veux dire, où est l'énergie qu'on était censé avoir venant des... Ah oui, mais là, on va t'expliquer que c'est parce qu'on n'en a pas mis assez. Oui, j'entends bien, mais ça ne marche pas. Il n'y a pas de... Par exemple, s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de soleil, et je ne sais pas si tu as remarqué, pendant la nuit, il n'y a pas de soleil, mais quand il n'y a pas de vent, ben, il faut... Alors, ils ont fait un truc génial. Ils ont fait des éoliennes partout. Et quand les éoliennes ne marchent pas, ben, il faut avoir un appareil qui permet au secteur électrique de ne pas sauter. Donc, ils ont mis à côté des centrales. Et des centrales thermiques. Mais avec quoi elles se chauffent? Avec du gaz. Alors qu'on n'en a pas. Et que maintenant, enfin, on n'en a pas, on est obligé de l'acheter. On est obligé de l'acheter, mais donc ils ont accru la vulnérabilité du système. Alors qu'ils auraient fait des centrales nucléaires, on n'aurait eu aucun problème avec avec la Russie, tandis que là, on est cuit. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais eu des gouvernements qui ont réfléchi en termes d'autonomie du pays. Et quand je dis autonomie, en fait, c'est dans le sens non-fragilité, c'est-à-dire de nous permettre, par cette autonomie, de rester fort et de ne pas devenir fragile. Non, mais non seulement ça, mais ils ont gaspillé des ressources inimaginables dans des trucs qui ne marchent pas. Et donc, encore une fois, je reviens à l'idée de la ligne Maginot. Bon, à la place d'investir dans des tanks, etc., on a investi dans du ciment et dans des tranchées confortables. Ben, en juin 40, les Allemands étaient à Paris, quoi. Parce que ça ne marche pas. Donc, ce qui me surprend, c'est cette totale incapacité de raisonner, même de s'intéresser aux problèmes qui intéressent le peuple. Mon niveau de vie baisse, le prix de l'énergie monte, l'école se détériore. Tout ça, c'est des problèmes qui intéressent les gens. Mais eux, ça ne les intéresse pas du tout. Ils veulent sauver la planète et créer l'État européen. Mais c'est pas des défis, ça. On s'en fout. Enfin, je veux dire, on s'en fout pas, mais... Alors, parmi les défis, en revanche, et ça sera un petit peu notre conclusion, qui s'offre à vous aujourd'hui dans la construction de ce portefeuille, c'est la volonté de rester libre. C'est la volonté de rester libre. C'est-à-dire que ce que dit Dostoïevski, j'y reviens tout le temps, mais l'argent, c'est de la liberté frappée. Donc, si vous avez ce que les Américains, avec leur vulgarité habituelle, appellent le fuck you money, c'est-à-dire la capacité de dire aux types qui vous embêtent quand vous bossez et tout, fuck you, I quit, je vais faire autre chose, j'ai pas besoin de vous, je peux m'en sortir. Donc, si vous réussissez en investissant votre épargne normalement, sans prendre de risques, mais en l'espace de 5, 10, 15 ans, à vous constituer une épargne suffisante, vous accroissez votre degré de liberté de façon extraordinaire vis-à-vis de vos patrons futurs, vis-à-vis de gens qui vous emploient, et vous pourrez même essayer de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc pour moi, cette espèce de mission que je me suis imposée à moi-même, c'est d'essayer d'expliquer aux gens comment, à partir d'une épargne, ils peuvent lentement mais sûrement atteindre la liberté. C'est une notion presque philosophique, c'est pas du tout, je le fais pas du tout par... C'est pas presque, je pense qu'elle est. Hein? Je pense pas qu'elle est presque philosophique. Non, et donc vous dites-vous bien que l'État de l'autre côté, ces gens en Europe et tout, ils n'ont qu'une idée, c'est que vous deveniez dépendant pour que votre liberté, vous ne l'ayez plus. Donc c'est vraiment
à l'intérieur de chaque individu, que chaque individu doit se dire, moi, mon but, c'est d'être libre, c'est pas d'être dépendant. Ben, j'ai vu le patron du Parti communiste qui a fait une remarque il y a 2 jours ou 3, qui a dit, le but, c'est de trouver que les gens aient du travail et pas de leur filer des subventions. Ben, je me dis, ben, ce monsieur a raison. Le but, c'est que les gens travaillent suffisamment pour qu'ils aient une épargne et qu'à partir de là, ils n'aient plus besoin de subventions. Une société réussie, c'est une société où il n'y a plus de subventions. Parce qu'une subvention, ça déshonore celui qui la reçoit et ça corrompt celui qui la donne. Donc le but, c'est une société sans subvention. Ce serait le pied. Mais il y a des pauvres gens qui auront toujours besoin parce qu'ils n'y arrivent pas. Donc il ne faut pas oublier le devoir d'entraide qui était un devoir national. Mais ça n'a... C'est pas des subventions, ça, à ce moment-là. C'est autre chose. Voilà. Mais c'est une chose difficile à comprendre, à quel point vous ne pouvez pas être heureux dans la vie si vous ne vous assumez pas vous-même. Si vous ne prenez pas la responsabilité de vous-même, et ce qui vous permet de prendre la responsabilité d'autres personnes. À partir du moment où vous êtes responsable et indépendant, vous pouvez vous occuper des autres. Quand vous êtes obligé d'aller dans un bureau pour demander des subventions pour vous, ben vous n'avez pas tellement le courage d'aller vous occuper des autres. Donc je crois que c'est une question de la noblesse de l'individu. Voilà, bah écoutez, ça sera le mot de la fin. J'espère que... Alors, certains d'entre vous dans les commentaires m'ont demandé si on avait des podcasts. Oui, il y en a. Vous trouverez les liens en bas de chaque petit résumé de vidéo YouTube. Je mets les liens sur Spotify et l'autre plateforme sur laquelle dont j'oublie évidemment le nom puisque je suis en train d'en parler, où ils sont. En tout cas, ils sont notés en dessous. Et vous nous retrouvez aussi évidemment sur le site et puis un petit peu sur Instagram et un petit peu sur TikTok où Charles se met aussi en maillot de bain et fait concurrence aux très jeunes filles de 17 ans. Oui, j'en reviens pas. Ça me fait mourir de rire de voir ma tête sur TikTok. Sur TikTok. Je suis à ma place comme un singe à qui on mettrait une culotte, mais les gens ont l'air d'aimer, donc c'est des petits machins. C'est des petits machins et les gens aiment bien. Voilà. Merci encore de nous avoir suivis. J'espère qu'on ne vous aura pas trop déprimé. En tout cas, on a proposé des solutions, donc c'est là pour vous. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Alors, de quoi on parle la semaine prochaine ? Je ne sais pas, je n'ai pas encore décidé. Tu n'as pas encore décidé, oui. On va voir. On trouvera. On trouvera. L'actualité est riche. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci. Je dois vous remercier aussi. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.